Alors, chers collègues, chers étudiants, on va reprendre la session. Donc, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Yvette Verret, qui est professeure émérite en géographie à l'Université Paris-Ouest Nanterre, et Annette Viel, qui est muséologue québécoise, qui a une carrière à l'international et qui a reçu également de nombreux prix, tant pour les projets qu'elle a réalisés que théorisés. Toutes deux spécialistes des perceptions de l'environnement vont nous présenter en fait l'histoire des perceptions de l'environnement. Alors, ce qui va être intéressant dans le cadre de cette session, c'est justement ce regard interdisciplinaire. Alors, on n'est pas dans le transdisciplinaire, comme le disait Martin Galinier tout à l'heure, interdisciplinaire justement, grâce à cet ancrage à la fois en géographie, qui permet de meilleure appréhension du territoire, puisque Madame Verret est justement spécialiste de la gestion du territoire, du développement durable, mais aussi, au-delà de la question de l'appréhension, c'est aussi la question de l'interprétation avec Annette Viel, qui est justement spécialiste de la mise en valeur des lieux et du patrimoine naturel. Donc je vous laisse la parole. Merci et bonjour à tous. Alors je suis géographe et comme tout géographe, j'ai fait beaucoup d'études d'histoire qui étaient nécessaires pour notamment l'agrégation. Et c'est un peu à ce titre que j'ai eu à réfléchir au cours de mes travaux sur l'environnement au rapport ou aux origines des représentations des objets de la nature au sens large et plus généralement de l'environnement que je pouvais rencontrer. J'ai donc, ceci m'a amené à réfléchir d'une part aux objets de nature et à leur dimension sacrée ou religieuse et à la manière dont on les perçoit, ou on les a perçus. Ce sera d'ailleurs le premier point de mon exposé. Le deuxième point insistera plutôt sur les religions chrétiennes, catholiques et protestantes, pour montrer l'émergence de la question de la nature, notamment depuis le XVIIe siècle, XVIIIe, XIXe siècle, avec en particulier le protestantisme et l'approche américaine. Et ceci me permettra, dans une troisième partie, de constater qu'il reste de ces approches un certain nombre de traces, de représentations qui sont très difficiles à extirper d'ailleurs du discours et des pratiques de la gestion de l'environnement. Alors je rappellerai que pour le géographe, le terme d'environnement désigne un objet hybride qui est à la fois de nature, je ne dis pas naturel, mais de nature, et qui fait sa place à l'homme et à la société. Donc je voudrais insister d'abord ou rappeler quelques faits sur la nature, le sacré, la nature et les religions, les objets de nature plutôt. Je rappellerai que beaucoup d'objets de nature sont très tôt perçus comme sacrés, constituant un lien entre le monde des vivants et le monde des dieux. C'est le cas des montagnes, c'est le cas des fleuves, on en a parlé il y a quelques instants, c'est le cas des forêts et des arbres également. C'est aussi la question des catastrophes, c'est-à-dire des processus de forte intensité qui marquent les esprits et qui ont des effets négatifs aussi sur les populations. Tout ceci se fonde sur le sacré. Le sacré définit, si l'on suit l'histoire des religions dans l'Encyclopædia Universalis, tout ceci, le sacré se définissant par la base de toute expérience religieuse, toute expérience donc les religions, et les religions se définissant comme fondées sur le sacré. Rappelons que les philosophes de l'Antiquité, qui étaient aussi des mathématiciens, qui étaient également qui s'intéressaient aussi aux religieux, soulignaient que les montagnes des dieux et des démons. Alors rappelons l'Olympe et les dieux grecs, rappelons le Caucase et les Amazones, rappelons l'Ararat ensuite avec l'Arche de Noé, le Sinaï, etc. On pourrait aussi évoquer les montagnes chinoises et japonaises que l'on n'occupe pas traditionnellement pour des raisons religieuses. Et vous savez que c'est à peu près les seuls endroits où demeurent des forêts
des forêts simplement, pas forcément très anciennes, mais des forêts tout de même, dans ces espaces très fortement déboisés de l'Asie orientale. Les montagnes ont été perçues comme le centre du monde, comme le centre de la création, comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes très tôt. C'est ce que soulignait dès 1898 le géographe Franz Schrader. À la Renaissance, l'intérêt se fait jour pour la montagne. La montagne n'a jamais été totalement absente de l'univers mental européen, mais c'était un espace sacré qui inquiétait, qui faisait peur. On décrit les grottes comme le lieu où vivent les dragons, où vivent les diables, etc. Et donc, on les évitait quand on pouvait. C'est seulement en 1336 que Pétrarque grimpe le Ventoux et il fait cela dans un but de perfectionnement spirituel. En 1492 aussi, on gravit un autre sommet qui est le Montéguille en Dauphiné. C'est Antoine de Ville, sur les ordres de Charles VIII, qui pratique cela. Et il le fait aussi à des finalités religieuses. Il va planter une croix au sommet du Montéguille. Rappelons que le même processus a lieu lorsque Hilary atteint le sommet de l'Everest. La montagne, donc montagne sacrée, commence à apparaître dans la peinture au XVe siècle. Mais dès le XVIe siècle, un groupe de passionnés va véritablement découvrir la montagne. Il se situe essentiellement à Genève, ville réformée d'ailleurs, et il commence à regarder autrement ces paysages qui les entourent. C'est Conrad Gessner, 1515-1565, qui va être l'un des initiateurs de cette découverte. Alors, pourquoi et comment découvre-t-on la montagne ? Eh bien, c'est autant l'humanisme que le protestantisme qui va être à l'origine de cette découverte. Et cette découverte s'inscrit toujours dans un caractère religieux ou sacré. Pourquoi la montagne ? La montagne est l'antidote de la ville. Certes, la ville à l'époque n'est pas très fournie, mais elle existe. En tout cas, la montagne abrite un monde idyllique, un monde qui préfigure ce que Jean-Jacques Rousseau décrit dans La Nouvelle Héloïse, ici dans un silence profond et religieux, du haut des crêtes sublimes de la montagne, on croirait presque percevoir l'harmonie, s'il en est une, des sphères célestes. Il est intéressant de s'interroger justement sur les raisons pour lesquelles sont les protestants qui découvrent la montagne, surtout. J'ai indiqué que la montagne a été longtemps un lieu qui faisait peur. Et le catholicisme va régler cette question, si je puis dire, ou dépasser cette question par le biais des saints, des oratoires que l'on installe en montagne pour pouvoir accéder à celle-ci. Le protestantisme, évidemment, refute ces approches. Il s'oppose au panthéisme diffus, il s'oppose aux formes de paganisme, dit-il, qui sont dans cette approche par le biais des saints, qu'il considère comme un héritage de vieilles religions. Et d'autre part, la familiarité avec la Bible, et notamment avec l'Ancien Testament, rapproche les protestants de la nature sauvage, du désert, également de la forêt et de la montagne, qui est le décor de très nombreuses scènes bibliques. Les sommets, les gorges également, qui vont être décrits par ces personnalités qui découvrent la montagne à partir du XVIe siècle, correspondent bien à la vision protestante d'un monde qui est d'une nature qui écrase en quelque sorte l'homme et qui renvoie au thème de la pensée réformée, à savoir la faiblesse de l'homme face à la civilisation, face à la puissance divine, donc qui se manifeste dans la montagne. Finalement, au-delà de la montagne, c'est la nature qui est découverte au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, notamment par le biais de l'esthétique des paysages, des beaux paysages et du religieux associé. Mais rappelons que dès cette époque, ça n'est pas une approche généralisée. Les paysans qui pratiquent la campagne
ou éventuellement les premières pentes de la montagne ne perçoivent pas du tout les choses comme ceci. En fait, c'est déjà l'objet d'une élite intellectuelle, et nous retrouverons ces éléments au XIXe siècle avec les approches américaines. Je n'insisterai pas sur les lieux d'eau qui ont à peu près la même histoire, avec les fleuves sacrés. Rappelons que les sources de la Seine, très tôt, ont fait l'objet d'un culte où on y déposait des ex-voto, probablement lors de guérisons. Rappelons aussi que ces mêmes approches existent encore en Afrique aujourd'hui, avec en particulier la cosmogonie Dogon, qui attribue à l'eau et à l'humide une valeur essentielle. L'eau est à la fois semence divine et force vitale. C'est tout à fait normal aussi dans des pays qui sont marqués par des saisons sèches très importantes et qui peuvent faire problème. Soulignons aussi que Gaston Bachelard oppose les eaux dormantes, les marées, annonciatrices de mort, et les eaux courantes qui sont celles du baptême. Et rappelons que les zones humides, qui sont toujours considérées comme des espaces de vraie nature, aujourd'hui encore, peu ou pas transformés par l'homme, continuent parfois à inquiéter et à faire peur. Il en est de même pour la forêt, qui fait partie du monde magique et évidemment de certains arbres, nous en avons des exemples ici, qui ont les mêmes atouts en quelque sorte, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, l'arbre du bien et du mal, etc. Et dès l'Antiquité, il est intéressant de noter que l'on définit pratiquement les sanctuaires comme des bois sacrés. Or, Strabon regrette que beaucoup de ces sanctuaires dits bois sacrés n'aient pas du tout de bois, n'aient plus du tout d'arbres. Donc, rien de nouveau sous le soleil. En Inde, les forêts sacrées, qui associent esprit, divinité à un temple, sont souvent envisagées comme des restes de forêts primaires, de forêts anciennes. Or, les études écologiques montrent aujourd'hui qu'il n'en est rien. Ces forêts ont été transformées très fortement. Elles sont intégrées à la vie des populations, outre évidemment leur valeur symbolique. Chez les chrétiens, la forêt est lieu de retraite des ermites, c'est un refuge, c'est aussi ce qu'on appelle le désert finalement. Néanmoins, pour les hommes de Dieu, la forêt est tout à fait ambivalente. Elle est à la fois le désert des évangiles, lieu de retraite qui permet d'être plus près de Dieu, lieu propice à la vie contemplative, à la méditation, mais elle est aussi parfois demeure des mauvais esprits. Autrement dit, en Occident, la vision de la forêt est duale, comme d'ailleurs celle des marais, comme en général, très souvent celle de la nature. Si bien que, pour en dépasser le caractère négatif, l'homme devient le grand ordonnateur d'un monde naturel sauvage qu'il s'agit de dominer pour atteindre Dieu. Et finalement, c'est toute l'histoire des défrichements médiévaux qui vont évidemment être utiles économiquement aux communautés monastiques, aux cisterciens notamment, mais qui vont aussi aboutir à un défrichement très important de l'Europe, puisque l'historien Robert Fossier, souligne que 10% de l'espace forestier de l'Europe occidentale aurait été défriché par les communautés cisterciennes entre le XIe et le XIIIe siècle. Et tout ceci parce qu'on a peur du sauvage, parce que défricher, c'est faire œuvre de civilisation qui rapproche de Dieu. Et cette peur du sauvage, elle subsiste encore aujourd'hui. J'avais été frappée, travaillant avec des étudiants sur la forêt de Fontainebleau, de constater que les promeneurs qui vont en forêt de Fontainebleau fréquemment, il y a 20 millions de visiteurs par an en forêt de Fontainebleau, ces visiteurs généralement ne dépassent pas quelques centaines de mètres autour des parkings. Parce qu'en fait, ils ont très peur de pénétrer dans la forêt qui les inquiète, qu'ils ne connaissent pas et qui leur fait peur encore. En tout cas, les lieux sacrés
peuvent être envisagés comme des lieux, à la fois comme des lieux de communication avec l'au-delà, on l'a vu. C'est aussi d'ailleurs le cas des lieux de pèlerinage. Et ils peuvent être aussi des territoires sacrés. Et il reste aujourd'hui beaucoup de territoires sacrés. En Afrique, par exemple, on en a des exemples au Sénégal, entre autres, qui sont des territoires légués par les ancêtres sous la protection de leurs descendants. La sacralité peut se traduire de diverses façons. Par exemple, l'interdiction de pénétrer, la mise en défense, l'interdiction de chasser, de pêcher, etc. Et ceci va poser énormément de problèmes. Ces représentations vont poser beaucoup de problèmes pour la gestion, par exemple, des parcs naturels, des aires protégées. Car comment concilier ces anciennes pratiques d'usage des populations autochtones, comment les concilier avec une approche qui est souvent assez homogène, fixée dans nos pays occidentaux et mise en œuvre notamment par les grandes ONG. Ça, c'est une question tout à fait problématique. La nature ou les objets de nature sont aussi la cause de phénomènes violents et de catastrophes. Et il est intéressant d'évoquer comment ces catastrophes se manifestent, sont perçues au fil du temps. Au Moyen-Âge, l'Église assimile les forces du mal de la nature, assimile au mal les forces de la nature, les phénomènes extrêmes. Mais nous allons voir que ceci lui permet des leçons de morale, en quelque sorte, et de trouver des parades. Les saints sont là pour contrer le mal. Et quand Saint Bernard veut s'installer dans les Alpes, eh bien, on va installer un hospice au Grand Saint Bernard. Il faut affronter le diable. Et pour cela, on va le chasser. Et c'est tout à fait bien décrit par Jacques de Vorogine dans ses écrits, La légende dorée, au milieu du XIIIe siècle. La nature est démoniaque pour Jacques de Vorogine, il faut donc trouver des parades. Les manifestations de la nature sont envisagées comme des manquements à l'histoire humaine, à la règle religieuse. Et chaque fois que se produit un séisme ou un glissement de terrain ou une chute de bloc, eh bien, on va trouver des explications religieuses qui renvoient au diable qui renvoient à Dieu ou plutôt au diable pour punir les populations qui ont dérogé à la règle religieuse. Ce sera le cas, par exemple, en 1248, après beaucoup d'autres exemples, quand une partie de la montagne d'Apremont s'écroule dans la cluse de Chambéry. Il y a là aujourd'hui un paysage extrêmement chaotique qu'on appelle les abîmes de Mian. Et ces abîmes de Mian, qui résultent de cette énorme chute de blocs, auraient fait à peu près 5000 morts à l'époque. Mais les blocs se sont arrêtés juste devant une vierge brune, une vierge noire qu'on appelle la brune. Et l'évêque de Grenoble va en profiter pour faire des leçons de morale, pour expliquer que c'est parce que les communautés ont dérogé à l'ordre religieux que le diable, Dieu et le diable, ont provoqué cet effondrement. Et il va ainsi chasser les religieux qui avaient dérogé à la règle, et un pèlerinage s'est installé ensuite au pied de la Brune, la Vierge de Mian. Des constats tout à fait similaires peuvent être faits jusqu'au XIXe siècle avec les inondations à Paris. Là, c'est Sainte-Geneviève qui est considérée comme l'assurance tout risque. Quand il pleut trop ou quand il fait trop sec, eh bien, on va faire procession. On a des traces dans les archives de 108 processions qui ont eu lieu entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle dans la capitale. Alors, implorer Sainte-Geneviève, c'est intéressant parce que d'abord, c'est avoir l'espoir que les choses s'arrangent. Et puis, pour le politique, c'est extrêmement intéressant parce que c'est toujours utilisé pour
en culpabilisant les gens, en leur montrant que c'est eux qui sont responsables puisqu'ils ont dérogé à la règle religieuse, on va les amener à faire pénitence et on va calmer les risques de manifestation, pour employer un terme moderne. Ces pratiques incitent au fatalisme, à la résignation et sont très culpabilisatrices en général. Et il y a l'idée de punition dans cette relation aux catastrophes et aux phénomènes de la nature. Cette conception des catastrophes perdure dans les sociétés occidentales, on va dire, jusqu'au XVIIIe siècle, mais demeure encore vivace dans un certain nombre de pays où la notion même de sécurité n'existe pas et où seul Dieu explique la situation et peut rétablir les choses. Je pense par exemple à un certain nombre de pays musulmans, à des régions d'Inde, et en Amérique latine aujourd'hui, on continue à construire des chapelles et éventuellement à faire des pèlerinages pour pallier les difficultés et les forces liées aux forces de la nature. Ce qui est à noter, c'est que l'explication et l'acceptation religieuse de la catastrophe ne contribuent pas à une prise en compte du risque. La crise est acceptée, elle est subie. Le rapport au religieux peut être un frein à la prise de décision. Et cela existe encore. Alors, on peut rappeler qu'à partir du XVIIIe siècle et de l'époque des Lumières, on va laïciser cela, puisque la catastrophe de Lisbonne de 1755, énorme tremblement de terre suivi d'un tsunami, qui a presque rayé Lisbonne de la carte, va être l'objet d'une discussion entre Voltaire et Rousseau. Et Rousseau dira que s'il n'y avait pas eu des gens à cet endroit-là, il n'y aurait pas eu de catastrophe. Il dit, dans un désert, un tremblement de terre ne fait pas de dégâts. Et à partir de là, c'est l'homme et la société qui sont capables d'agir sur leur destin. Ils sont co-responsables de la catastrophe avec la nature. Alors cette évolution vers la laïcisation de phénomènes de nature et notamment de la catastrophe est difficile tout de même à amener très loin. Rappelons que finalement les positions de Darwin sont condamnées par l'Église et ce n'est qu'en 1996 que le pape Jean-Paul II reconnaît les théories de l'évolution comme plus qu'hypothétiques. C'est également en 1992 que l'Église va accepter les travaux de Galilée. Je disais que les Lumières ont eu du mal à pénétrer l'Église catholique. C'est évident que ça n'est pas facile. Donc on voit bien qu'il y a toute une série d'héritages qui demeurent dans nos perceptions inconscientes finalement, de la nature, consciente ou inconsciente, des objets de nature. Je voudrais dans un deuxième temps montrer que ces rapports homme-nature prennent une autre tournure à partir du protestantisme notamment, et les représentations de la nature donc vont s'en ressentir. Rappelons d'abord que le XVIIIe siècle, l'époque des Lumières, c'est aussi celle de la découverte de la biologie, qui va faire un très grand pas avec un savant suédois bien connu qui est Linné, 1707-1778. Linné considère que le créateur jardinier, Linné est protestant, il considère que le créateur jardinier, Dieu autrement dit, je cite, a attribué à chaque plante une nature telle qu'elle convienne le mieux au climat, au sol. Linné est à l'origine de ce que l'on va définir comme le fixisme. Et dans l'état des connaissances, ça se comprend parfaitement, bien entendu. Il va également mettre en évidence l'idée de chaîne des êtres. Autrement dit, ce qu'on pourrait appeler les chaînes trophiques et peut-être aussi les interfaces entre les composantes de la nature, déjà l'amorce tout à fait naissante des écosystèmes. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important. Hein. Néanmoins, donc, son analyse est celle d'une nature
qui reste immuable au cours du temps. Alors évidemment, dès cette époque, on s'interroge sur la disparition des espèces, car on voit bien que quand même certaines espèces ont disparu au fil du temps. Et c'est Cuvier qui va être l'un des penseurs de ces évolutions, et il va être à l'origine du catastrophisme, la position qui s'appelle le catastrophisme, qui est une théorie fixiste, selon laquelle il y a extinction d'espèces en relation avec des épisodes de catastrophes, épisodes courts bien entendu, et épisodes catastrophiques. Je voudrais d'ailleurs rappeler que lorsque je faisais ma thèse d'État il y a déjà beaucoup d'années, qui était à cheval sur la géographie et sur la géologie, sur les paléo-environnements, les cartes géologiques que j'utilisais alors indiquaient pour les dépôts quaternaires, c'est-à-dire les dépôts glaciaires, diluvium. Et c'était encore, on était quand même pas à la fin du 19e siècle, vous l'imaginez, c'était encore une trace de cette vision fixiste et catastrophiste qui a perduré très longtemps, notamment sur les cartes géologiques. Alors, à partir de là, les conceptions du rapport homme-nature, donc, je l'ai dit, vont s'affirmer et évoluer aussi au sein du christianisme. Je parlerai du catholicisme et du protestantisme. Bon, je rappellerai très très vite que le catholicisme est caractérisé par l'anthropocentrisme. Pour les catholiques, la nature est au service de l'homme qui en est le maître, et l'humain étant le couronnement du processus de création du monde. L'homme doit être distingué des autres vivants parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Un bémol quand même, François d'Assise au XIIe siècle, pour lequel l'admiration de la nature est le fondement de sa spiritualité. Il loue la beauté de la nature, il associe homme, nature et divin, il attribue aux plantes déjà des valeurs morales habituellement réservées aux hommes. D'ailleurs, vous savez qu'en 1979, le pape fera de François d'Assise le patron des écologistes. Mais il faut attendre la fin du XXe siècle pour que l'institution catholique commence à se poser des questions sur ces rapports nature-société, et notamment à la suite d'un ouvrage de 1967 d'un historien américain qui s'appelle Lynn White, qui accuse l'Église d'être à l'origine de la crise environnementale. Alors, évidemment, c'est sûrement excessif, mais ça entraînait quand même une réaction des autorités de l'Église. Plusieurs encycliques du pape Paul, notamment du pape Paul VI, et je l'ai dit, donc François d'Assise qui devient le patron des écologistes. Aujourd'hui, on parle d'écologie intégrale, c'est le pape actuel qui parle des relations des humains entre eux avec leur environnement et avec la transcendance. Donc il y a une évolution très forte des positions du catholicisme sur ces aspects-là. La réforme, autrement dit le protestantisme, apporte tout autre chose, et dès le XVIIe siècle. La découverte et la protection de la nature sont nées dans les pays protestants, si j'en suis le géographe Bernard Charbonneau, qui sera un des pionniers de l'écologie politique. Pour lui, il existe une affinité culturelle spécifique entre le protestantisme et la religion homme-nature à l'époque moderne. Et si l'on reprend les travaux de Calvin, par exemple, on constate qu'il parle toujours de la création du Dieu universel agriculteur. Il parle du beau théâtre de la nature à la gloire de Dieu. Alors, cette vision protestante, elle va s'inscrire profondément autour d'une approche, d'un concept, qui est celui de wilderness, qui apporte ou qui définit une nouvelle approche de la nature. Dans la nature du Nouveau Monde, ça se passe en Amérique, les pionniers étant souvent des protestants assez puritains, partis d'Écosse ou d'Angleterre, pour fuir
l'évolution de l'Angleterre à l'époque, c'est-à-dire l'industrialisation, c'est la période des mines, du développement d'industrie, et donc l'urbanisation. Il y a un mouvement en Angleterre qui est très traditionnel, de très grand intérêt pour la campagne, loin donc des vices et des mauvais aspects de la ville et de l'industrie. Donc ces pionniers pensaient trouver dans le Nouveau Monde un lieu propice à une nouvelle spiritualité, loin du monde occidental. Ces colons considéraient que, comme les Hébreux, ils avaient à traverser le désert vers la terre promise. Ils devaient se frayer un chemin dans la wilderness. Ce terme de wilderness, il est très difficile à définir, je ne vais pas le faire, je n'aurai pas le temps, mais en tout cas, ça n'est pas seulement la sauvagerie, si vous voulez, si on voulait le traduire textuellement. C'est davantage le désert, au sens où je l'ai évoqué tout à l'heure, le lieu de spiritualité, le désert pouvant être la forêt. C'est toujours ça pour les protestants français aujourd'hui. Ils vont au désert quand en septembre ils se réunissent dans les Cévennes. Et c'est un peu ça l'idée de la wilderness. Le but de ces colons qui arrivent d'Angleterre, qui arrivent en Nouvelle-Angleterre, c'est de vivre harmonieusement avec ou aux côtés ou dans les beautés de la nature. La nature est considérée donc comme un antidote à la décadence de la civilisation et à la corruption sociale. Ainsi, Emerson, qui va être un des pères de cette approche, Waldo Emerson, en 1836 écrit « La nature est toujours l'alliée de la religion, elle met sa pompe et ses splendeurs à disposition du sentiment religieux. » De là naît évidemment la nécessité de protéger cette nature, la nature sauvage, contre les exactions humaines. Cela rejoint aussi, et Emerson en est imprégné, les mouvements romantiques anglais et français du moment, anglais et allemand d'abord, et français ensuite. Je vous rappelle que ces mouvements romantiques vont arriver en 1861 par un décret impérial à faire classer une partie de la forêt de Fontainebleau en forêt 1000 hectares en série artistique. Victor Hugo écrivait « Un arbre est un édifice, une forêt une cité, entre toutes, la forêt de Fontainebleau est un monument. » Donc ce mouvement romantique, il est très fort et il va imprégner aussi les transcendantalistes américains, puisque le courant philosophique qui va naître de cette relation à la wilderness s'appelle le transcendantalisme. Ce courant de pensée philosophique et religieux est représenté par un Anglais, Carlyle, et surtout par l'Américain Ralph Waldo Emerson, 1803-1882. Il trouve donc ses racines dans le romantisme et dans l'approche religieuse. Pour Emerson, à côté des vérités révélées par l'écriture, il y a la révélation naturelle, la possibilité de connaître Dieu par l'étude du livre de la nature. Et ça, c'est extrêmement important. On va le retrouver chez Emerson, on va le retrouver chez d'autres transcendantalistes, notamment Thoreau, dont l'ouvrage vient d'être traduit en français il y a peu de temps. On va le retrouver chez Muir également, qui est véritablement le père de la protection et du Sierra Club, l'un des clubs les plus importants de l'écologie, d'une ONG très importante de l'écologie. Alors, cette vision transcendentaliste, elle va prendre deux aspects. Le préservationnisme, c'est des termes américains, le préservationnisme qui est un biocentrisme, qui renvoie à la contemplation de la nature sauvage, à l'image de la création, qui évidemment améliore l'homme, qui lui apporte à la fois une dimension esthétique et morale. Les forêts inexploitées, emblèmes de la wilderness, permettent aux hommes d'entrer en contact avec leur être profond en exprimant une connexion intime avec la nature.
Muir, dont je vous ai parlé, le père de la protection, 1838-1914, est un naturaliste, un écrivain, l'un des représentants les plus connus de ce mouvement préservationniste. Il partage la vision de Thoreau et d'Emerson. Il considère que l'homme et la wilderness ont une même dimension divine et que la nature n'a pas pour finalité la satisfaction des besoins humains. Il refusait donc l'utilitarisme économique. Pour ces auteurs, comme pour les teneurs de la théorie que l'on appellera écologie profonde, la nature possède une valeur intrinsèque, tout à fait indépendante de toute évaluation économique, j'insiste bien là-dessus. Le préservationnisme et surtout l'écologie profonde, qui en est la suite, une des suites, insiste sur le principe sur l'épanouissement personnel, sur l'individualisme finalement, une forme d'individualisme des personnes, et elle insiste sur le principe d'égalité biocentrique, c'est-à-dire l'égalité au droit à la vie de toutes les formes du vivant, que ce soit l'homme ou il n'y a pas de supériorité de l'homme sur le reste du vivant et de la nature. La richesse et la diversité des formes de vie contribuent à la réalisation de ces valeurs. C'est tout à fait l'expérience de Thoreau, qui a vécu 2 ans, 2 mois et 2 jours au bord d'une mare et qui en a éprouvé une totale, un plaisir extrême et un rapport très fort avec Dieu, et qui insiste aussi sur des modes de vie, un mode de vie beaucoup plus sobre finalement, qui annonce des aspects du développement, de certains points du développement durable développés aujourd'hui. Le deuxième volet, c'est ce qu'on va appeler le conservationnisme, qui renvoie à l'écocentrisme. Il s'agit cette fois-ci d'accorder de la valeur, non pas de manière individuelle à des objets de nature vivantes ou non vivantes, mais à des ensembles qui constituent des communautés biotiques. On est déjà finalement dans l'approche des écosystèmes ou de l'ensemble de l'écosystème Terre. Dans cette approche, l'homme n'est pas non plus extérieur à la nature, n'est pas extérieur aux autres éléments de la nature. Il fait partie intégrante des écosystèmes au même titre que le reste des composantes. Les spécificités et les processus qui caractérisent les écosystèmes sont le fondement d'un équilibre dont les hommes sont bénéficiaires, peuvent être bénéficiaires et partie prenante au même titre que d'autres espèces. C'est-à-dire que le maximum de respect doit être porté à la nature, et notamment à la nature vierge, qui est en fait la norme parfaite, le point zéro parfait. Cette position est précisée par un forestier et écologue qui s'appelle Aldo Leopold, 1887-1948, qui dit qu'une chose est juste lorsqu'elle tente à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tente à l'inverse. Ce qui conduit à identifier des droits à la nature qui ne sont pas forcément liés à des devoirs. L'écocentrisme est aussi le fait d'un autre forestier américain très connu qui a fait des études à l'école forestière allemande, puis est passé quelque temps à l'école forestière de Nancy, qui s'appelle Pinchot, 1864-1946, une des figures de référence du conservationnisme, et qui est à l'origine de la structuration des services forestiers américains. Pinchot dénonce l'immoralité des gaspillages, mais il prône aussi un usage de la nature correspondant strictement aux besoins que l'humanité a d'un certain nombre d'éléments de celle-ci, bien entendu. Il rejoint là, d'ailleurs, les travaux d'un géographe assez peu connu qui s'appelle George Perkins Marsh, qui a travaillé au XIXe siècle et qui, dans son ouvrage qui date de 1864, un de ses principaux ouvrages, insistait déjà sur les perturbations que l'homme inflige à l'harmonie de la nature, mais soulignait
qu'il y avait alors, au moins alors, des possibilités de corriger certains de ces dysfonctionnements. En tout cas, la conservation, le conservationnisme au sens américain, s'intéresse à la conservation des ressources pour le futur et les générations à venir. C'est déjà aussi une approche vers une gestion durable des ressources, les prémices finalement du développement durable. Alors je terminerai en me questionnant sur quel rapport de tout cela avec les positions concernant la nature aujourd'hui. Je dirais d'abord que beaucoup de discours actuels, ou même certaines pratiques, relèvent encore d'un fixisme qui n'est pas complètement dépassé. Un fixisme de la nature, bien sûr. La notion d'équilibre est encore très présente. Or, que signifie l'équilibre? Pour combien de temps? Quand on sait que chaque objet de nature évolue sans cesse, les sols, l'eau, etc., sans même l'intervention humaine, bien sûr, mais avec en plus l'intervention humaine. Et il faut rappeler que cette notion d'équilibre, qui renvoie aussi au climax dont Madame Hermite a parlé tout à l'heure, cette notion perdure encore dans les discours et a été présente dans des ouvrages d'écologie qui ont été très importants dans la formation des étudiants jusque dans les années 1980-90. Je pense par exemple à l'ouvrage de Duvigneau, La synthèse écologique. Alors, ces approches ont été très fortement remises en question par les écologues. Je pense aux travaux de Catherine et Raphaël Larère qui montrent bien qu'il faut intégrer les perturbations dans l'évolution des écosystèmes, mais la vision de la nature en équilibre, en harmonie, la nature harmonieuse, demeure encore présente, est un héritage du fixisme du XVIIIe siècle. Finalement aussi, c'est une façon, quand on parle de cet équilibre, d'exclure l'homme qui, par définition, perturbe. Alors, où retrouve-t-on ceci? Bien, je crois qu'on le retrouve, c'est le fondement, mais est-ce qu'on peut faire autrement? C'est une question. Des classements, de certains classements de type SNIEF, de type Natura 2000, qui envisagent des espèces statiques, qui font des inventaires d'espèces statiques à un moment donné, au moins, sans prendre en compte ni les évolutions passées et encore moins les évolutions présentes. Même chose quand il s'agit de définir un territoire sur lequel on va protéger la nature. Ce territoire, il est sûr qu'il va évoluer avec notamment les changements climatiques et autres changements anthropiques. Donc ça, c'est une question même en termes de gestion qui est posée. La démarche d'inspiration fixiste renvoie aussi à des jugements de valeur sur la présence de mauvaises espèces, de mauvais habitats, sur lesquels il y aurait évidemment à réfléchir, par rapport à quoi, bien entendu. C'est aussi la question des animaux et des végétaux introduits par l'homme au fil des siècles et presque des millénaires qui se posent, avec la remise en question, qui impose la remise en question de l'écosystème originel, entre guillemets. Cela aussi renvoie à une autre idée, souvent présente, dite ou non dite, celle du point zéro qu'il faudrait retrouver. Restaurer la nature, ce serait retrouver un point zéro qui serait le point de l'équilibre, le point de l'harmonie finalement. Je pense par exemple que cette question se pose souvent quand il s'agit de gérer les littoraux qui sont par définition des espaces mobiles à toutes les échelles de temps et d'espace. Et sans même remonter très loin, simplement à la fin des épisodes glaciaires, il y a 14 à 15 000 ans. Deuxième idée aussi, c'est des représentations encore bien vivantes de la nature vierge, de la nature sauvage, de forêts primaires. Je lisais encore un travail d'un collègue avec lequel j'ai travaillé dans le passé, qui est professeur à l'école de Nancy et qui devait encore indiquer que la notion de forêt primaire
sous-entendant des forêts non retouchées par l'homme ou très peu retouchées par l'homme, évidemment, n'existe pas. Ma prédécesseur l'a bien dit. Madame Hermite l'a bien dit. Ces approches sont bien discutables et pourtant elles sont encore présentes dans des textes, dans des discours des grandes instances internationales, de grandes ONG de protection de la nature. Et en fait, tout ce qui renvoie à la wilderness relève finalement de ces approches. Je rappelle que l'Union européenne a cédé à une telle approche en adoptant en 2009, c'est pas si vieux, une résolution préconisant une politique communautaire de la wilderness. Nous avons le devoir moral, dit cette résolution, de permettre aux générations futures de jouir et de profiter des zones européennes réellement vierges. C'est assez surprenant, hein ? La conférence sur la nature vierge et les grands habitats, organisée à Prague en 2009 à la suite de cette résolution, donc en relation avec le gouvernement tchèque et la Commission européenne, essaie de réfléchir à comment cartographier, ça intéresse beaucoup le géographe d'ailleurs, comment cartographier ces dernières zones de nature vierge. Mais d'abord, où sont-elles, hein ? Comment les définir ? Et Christian Barthold, en 2010, disait que la wilderness, après cette résolution, sert de socle invisible sur lequel reposent tant de valeurs quasi religieuses de l'environnement moderne. Il note aussi que la critique de la modernité fait le plus souvent appel explicitement ou implicitement à la wilderness et s'en sert comme d'une norme pour estimer l'ampleur des échecs de notre monde humain. Elle est une sorte de rempart contre la civilisation. Monsieur Barthold est un forestier, ingénieur forestier, et il a de hautes fonctions au ministère de l'Environnement. Vous voyez qu'on rejoint la conception de Thoreau, de Muir et d'Emerson, selon laquelle dans l'état sauvage réside la préservation du monde. Et le concept de wilderness, pourtant, est loin d'être naturel. Nous allons le voir dans ce quatrième et dernier petit point. La politique de protection de la nature constitue un autre volet qui permet de rappeler d'autres représentations héritées. C'est au nom de la biodiversité aujourd'hui, mais plus souvent avec l'idée de la wilderness, qu'il faut préserver des espaces plus ou moins vastes, notamment des espaces forestiers. Or, dans un certain nombre de pays africains, en Chine et au Canada aussi, la définition d'espace protégé au nom de cette wilderness et de la biodiversité s'inscrit ou aboutit à déplacer des populations. Il en fut de même aux États-Unis, où pour créer ces espaces de wilderness, on a déplacé des Indiens et on les a mis dans des réserves. Alors, je crois que cela pose toute une série de problèmes. On voit qu'au nom de cette approche, dite pensée ou impensée, il y a des pratiques qui sont tout de même très discutables. J'insisterai sur une dernière remarque en disant que également cette perception de la nature aboutit aussi souvent à des discours systématiquement catastrophiques qui ne sont pas toujours scientifiquement fondés. Et c'est les discours très idéologiques autour de la surpopulation, c'est les discours autour de la dégradation des sols. Songez qu'en 1975, la FAO écrivait qu'il n'y aurait plus de sol cultivable, de sol utilisable en 2000, en raison de la dégradation des sols. Alors, pourquoi de telles approches systématiquement dramatisées ? Est-ce acceptable aussi de diffuser des données fausses ? Bon, dans certains cas, on n'a pas autre chose, mais ça pose quand même de gros problèmes. Et c'est toujours la dénonciation de l'homme qui dégrade systématiquement. Ces discours fortement culpabilisants ne sont peut-être pas gratuits.
ils ne sont pas exempts d'idéologie. Ils relèvent tous de représentations associées au sauvage, à la nature vierge et à la wilderness. En conclusion, tout à fait, je dirais que les courants de pensée envisagés portent en eux bien des contradictions et des représentations discutables que l'on peut retrouver aujourd'hui encore dans les discussions autour des choix de gestion de la nature et du développement durable. A contrario, le caractère sacré de la nature peut contribuer à mieux gérer certains espaces. J'ai parlé des forêts d'Extrême-Orient. Et je rappelle qu'en Bretagne, où la pollution générée par les nitrates est très élevée, vous le savez, des associations de défense de la nature et des consommateurs ont rappelé récemment l'ancienne valeur sacrée des sources pour insister sur leur nécessaire protection. Alors s'agit-il d'un retour ou d'une simple instrumentalisation du sacré? Les discours sur la nature, on pourrait dire sur la wilderness, servent de justification à des approches mercantiles, allant de la publicité pour la phytothérapie, les médecines douces, jusqu'aux loisirs verts. La nature, objet d'une quête spirituelle, est de plus en plus présente comme bienfaitrice, lieu anti-stress, lieu de ressourcement à la Rousseau, dans les discours occidentaux qui sont fortement imprégnés aussi de romantisme. N'est-ce pas là l'effet d'une société en pleine mutation technologique que cette mutation inquiète et pour laquelle les permanences qui rassurent se situent dans la wilderness, fruit de la pensée protestante américaine et largement diffusée chez nous par les grandes organisations de protection de la nature?